la direction m'a demandé de vous donner une conférence sur les maladies infectieuses émergentes, en particulier avec toutes ces crises sanitaires que nous avons connues depuis ce début de siècle. Et elles ont été nombreuses. Et je voulais simplement vous rappeler, et je pense que vous le savez, puisqu'il y a quand même de nombreuses conférences qui ont trait aux maladies infectieuses dans cet institut, que ces maladies infectieuses, eh bien, elles tuent bon an, mal an, à peu près 15 millions d'individus. Vous voyez du reste que ces maladies infectieuses jouent une part importante dans la pathologie humaine, hein, vous voyez, à côté des maladies cardiovasculaires et des cancers. Hein, Excusez-moi. Voilà, c'est parfait. Ah. Donc à peu près, si vous voulez, le quart finalement pratiquement le quart de la pathologie humaine est causé par ces maladies infectieuses. Alors, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ces maladies infectieuses. Je dis qu'il y avait à peu près 15 millions d'individus qui mouraient chaque année dans le monde. Et c'est en fait dans 90% des cas des sujets qui vivent dans les pays en développement. Hein. Alors ces maladies infectieuses sont susceptibles d'être dites réémergentes. Je vais vous donner juste un exemple. L'essentiel de ma conférence aura trait plutôt aux maladies dites émergentes. Maladies réémergentes, ce sont en fait des maladies infectieuses qui avaient régressé et qui réapparaissent à la faveur de changements. Alors j'ai pris un exemple qui est assez démonstratif à cet égard, et qui est le cas de la coqueluche, qui est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie, qui a été isolée au début du XXe siècle, hein, en 1906, par Jules Bordet. Jules Bordet avait du reste isolé l'agent causal de la coqueluche, qu'on a appelé ultérieurement Bordetella pertussis. Eh bien, il avait isolé cet agent à partir des sécrétions nasales de son fils, et il avait isolé la bactérie sur un milieu qu'il avait confectionné avec son beau-frère, Octave Jangou, le fameux milieu de Bordet-Jangou. Et ici, ce que je vous présente, c'est un extrait d'une publication qui date de 2010 dans Science, qui retrace finalement l'histoire de la coqueluche avant l'ère de la vaccination et une fois que la vaccination a été instaurée. Vous voyez, à partir de 1910, eh bien, on avait des vagues épidémiques, hein, de coqueluches. Vous avez ici le nombre de cas par 100 000 habitants, c'est-à-dire en fait l'incidence de ces infections. Vous voyez que bon an, mal an, on a à peu près entre 100 à 250 cas pour 100 000 habitants, avec donc ces vagues épidémiques. Et puis à partir des années 50 a été instaurée la vaccination. Alors ici, vous voyez DT, donc c'est diphtérie, tétanos, hein, donc le vaccin antitétanique et antidiphtérique. Et puis ici, donc WP, c'est en fait le vaccin classique que l'on connaissait des bactéries tuées, hein, par la chaleur, Bordetella pertussis tuée par la chaleur. Et vous voyez que finalement, cette incidence de la coqueluche a régressé au cours des 2 décennies, vous voyez, pour atteindre un niveau relativement faible dans les années 70. Et puis on a jugé à ce moment-là que c'était peut-être finalement, on pouvait arrêter la vaccination. Et ce qui s'est produit, bien évidemment, comme on pouvait s'y attendre, c'est en fait une reprise de la maladie, vous voyez, donc avec des cas, alors peut-être beaucoup moins nombreux que dans la période des 50 premières années du XXe siècle. Et puis quand on a instauré un nouveau vaccin, vous voyez, DTaP, en fait ça c'est un vaccin acellulaire qui présente l'avantage de ne pas donner les complications que l'on peut observer avec le vaccin tué. Et bien vous voyez donc une régression donc importante des cas de coqueluche. Ça c'est l'expérience suédoise donc qui a été rapportée sur une centaine d'années. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler des maladies infectieuses émergentes à proprement parler. Donc ce sont si on veut les définir, des maladies infectieuses qui sont demeurées rares, voire nouvelles, car les agents responsables étaient jusqu'alors inconnus. Je crois qu'un bon exemple, c'est le virus de l'immunodéficience acquise qui a donné cette pandémie de sida à partir des années 80 et qui se propage du fait de conditions nouvelles. Alors, une maladie infectieuse,
Si je prends par exemple la grippe, c'est une maladie qui est en fait ancienne et permanente. Elle est connue depuis des siècles. Mais en fait, on peut avoir une émergence de nouveaux variants de ce pathogène, c'est des sous-types, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Et bien évidemment, quand il y a une émergence de ce nouveau virus, eh bien, la population n'a pas ou peu d'immunité, et bien évidemment, le virus va pouvoir frapper fortement ces populations. Alors je voudrais insister sur le fait que ces maladies infectieuses émergentes, vous verrez au travers de toute cette revue que j'ai faite, eh bien, sont véhiculées par des arthropodes, donc qu'il s'agisse d'insectes, voire d'acariens, comme des tiques par exemple. Donc ça représente, si vous voulez, un vrai problème de santé publique. Et puis, la majorité, presque la moitié des infections émergentes sont causées par des virus. Alors vous savez que les virus, ce sont des organismes assez rudimentaires qui sont entourés, pour faire simple, d'une sorte de coque dans laquelle se trouve un acide nucléique unique, qui est soit un ADN, soit un ARN, un acide ribonucléique. Et il se trouve que la plupart des maladies infectieuses virales émergentes sont causées par des virus à ARN pour une raison assez simple, c'est que bon nombre de ces virus à ARN sont des virus qui sont segmentés, donc qui ont finalement un génome segmenté qui est propice finalement à des réassortiments, des réarrangements du génome. Et puis vous avez également des virus, donc à ARN, qui commettent des erreurs lors de la réplication. Et tout simplement parce que les ARN polymérases, qui sont finalement les enzymes qui permettent la copie finalement de l'acide nucléique, eh bien elles commettent des erreurs, elles ne sont pas capables de corriger les erreurs, contrairement aux ADN polymérases. Et on estime à peu près qu'il y a, en gros, une erreur de réplication chaque réplication. D'accord ? Alors évidemment, ces erreurs n'ont pas forcément, si vous voulez, une conséquence. Il n'y a pas forcément toujours une mutation, disons, parlante. Qu'est-ce que je voulais vous dire également pour clore cette première diapositive, c'est que vous avez des maladies infectieuses qui sont émergentes, qui sont anciennes, mais qui sont connues dans un certain nombre de contrées, et puis qui vont émerger dans des contrées qui étaient jusqu'alors épargnées. Et c'est une bonne transition donc avec la suite de ma présentation, puisque ici, je vous présente le cas d'une infection qui a été causée par un virus qui s'appelle le virus West Nile, qui fait partie des flavovirus, hein, même titre que par exemple, vous voyez, le virus de la dengue, le virus de la fièvre jaune. Et ce virus, eh bien, il est connu depuis très longtemps. En fait, ce virus West Nile tire son nom de sa localisation initiale dans une province de l'Ouganda, ou un district de l'Ouganda qui s'appelait le district West Nile. Et cette découverte du virus West Nile est assez ancienne, puisqu'elle remonte à 1937. Ce virus était resté, la plupart du temps, si vous voulez, dans les régions d'Afrique. Hein. Et puis ensuite, eh bien, il a été reconnu comme responsable d'épidémies à la fin des années 90, notamment dans les 3 pays du Maghreb. Et puis également au tout début des années 2000 en Roumanie et en Russie, puis même en Israël. Donc c'est un virus avant tout, qui est un virus causant des infections chez les oiseaux, donc un virus aviaire, et qui a la particularité d'être transmis par un moustique, Culex. Le Culex, dont vous avez ici donc une photographie. Et en fait, l'infection reste essentiellement chez les oiseaux, et c'est accidentellement que les chevaux, les équidés d'une manière générale, voire l'homme, peuvent être affectés par ce virus, qui va causer dans la très très grande majorité des cas chez l'homme une infection asymptomatique. Sinon, c'est alors disons 75% des cas, c'est une infection asymptomatique. Dans 25% des cas, c'est de la fièvre. Et puis, dans moins de 20% des cas, alors là, ça devient plus grave, il peut y avoir des atteintes neurologiques à type d'encéphalite ou de méningoencéphalite ou de méningite. Bien. Ce virus était inconnu aux États-Unis jusqu'en 1999,
Et il a débarqué à New York. On ne sait pas trop comment il est arrivé à New York. Hein. Il est arrivé à New York en plein été. Et je vous présente ici, vous voyez, des données qui émanent du Center for Disease Control and Prevention d'attentats. Donc vous voyez une cartographie des États-Unis en 2007, c'est-à-dire finalement 8 ans après l'arrivée du virus, hein, qui jusqu'alors épargnait en 1999 le territoire américain. Et vous avez ici donc une démonstration claire que finalement, vous voyez, pratiquement tous les États-Unis, à l'exception de l'État de Washington, tout du moins en 2007, avaient été épargnés par ce virus, tout du moins avaient épargné l'homme américain. Vous voyez ici, vous avez le nombre de cas qui figurent. Par exemple, au Texas, il y en a 147. Ici, dans l'Oklahoma, 94. En fait, c'est des sujets qui ont développé une infection qui pouvait être éventuellement asymptomatique, mais qui a pu être détectée par la mise en évidence dans le sérum de ces individus d'anticorps spécifiques du virus West Nile. C'est ce qu'on appelle une séroprévalence. Donc, vous voyez que finalement, une maladie émergente peut être émergente dans un territoire. Mais elle peut être ancienne, puisque, comme je vous l'ai dit, le virus West Nile, finalement, a été découvert il y a 85, un petit peu plus, un peu moins de 80 années. Voilà. Ça, c'était pour vous préciser, finalement, qu'une maladie infectieuse émergente pouvait être ancienne, mais nouvelle dans un territoire donné. Alors la première grande épidémie qui a fait parler d'elle au début du XXIe siècle, c'est la fameuse pandémie causée par un virus, là encore. C'est encore un virus à ARN un petit peu particulier. Vous voyez ici sa structure au microscope électronique. Et ce virus, qui est un coronavirus, c'est un grand groupe de virus qui regroupe la plupart des temps des agents de rhume. Voilà. Sauf que là, dans le cas présent, celui-ci a été responsable d'un syndrome respiratoire aigu sévère, le fameux SRAS. D'accord ? Et vous voyez que ce coronavirus, eh bien, il a occasionné un nombre assez conséquent d'infections, un peu plus de 8000, hein, près de 8500 cas, avec une mortalité qui était conséquente, à peu près 10% des individus infectés mouraient de cette infection. La plupart du temps, c'était des sujets qui étaient d'un certain âge ou qui avaient quelques insuffisances diverses, notamment des insuffisances respiratoires. Vous voyez que l'épidémie a débuté en novembre 2002 et en août 2003, parce que finalement les nations avaient pris des mesures pour essayer de contrôler l'infection, et bien tout s'est résolu. Vous voyez ici, je vais vous présenter une carte de distribution des cas venant de l'OMS. C'était les cas qui avaient été répertoriés au 15 août 2013. Et vous voyez que finalement, ces cas étaient survenus essentiellement dans l'Asie du Sud-Est, avec un nombre conséquent de cas à Hong Kong, hein, vous voyez, plus de 1700 cas, également à Taïwan, en Chine, hein, bien sûr, un petit peu en Malaisie, quelques cas également, mais beaucoup moins importants au Vietnam. Et puis, comme vous pouvez le constater, eh bien, l'Europe avait connu un certain nombre de cas, mais vraiment très très limité, dû tout simplement finalement à l'importation de la maladie infectieuse à partir finalement de ces contrées où sévissait l'infection. Et puis vous voyez même que le continent nord-américain, en particulier à Toronto, il y avait eu 251 cas de SRAS, parce qu'il y avait des liaisons, des relations importantes entre bien ce sud de la Chine et puis le Canada. D'accord ? Alors, le réservoir de ces coronavirus a pu être mis au jour après des enquêtes épidémiologiques. En fait, le vecteur, le réservoir de ce SRAS est un petit animal qui fait partie du groupe des civettes, une sorte de chat un petit peu chat musqué, hein, comme on disait autrefois. Donc là, c'est une civette qui est présente dans le sud-est asiatique
et dont les Chinois sont très friands. Donc on trouve ces animaux sur les marchés, en particulier sur les marchés à Hong Kong où a débuté l'épidémie. Et puis, alors évidemment, on a pu montrer que ces civettes étaient à l'origine de l'infection, dans la mesure où on a pu montrer l'identité entre le virus SRAS que l'on isolait chez les civettes et chez les humains. Et par ailleurs, ce qui a été également retrouvé, c'est que ce même virus était retrouvé chez des chauves-souris qui font partie du groupe des rhinolophes. Alors je vous ai dit que cette maladie infectieuse avait été véhiculée rapidement. Et je voudrais juste vous montrer cette petite animation. Alors il n'y a pas de musique, mais c'est un peu dommage parce que c'est un fichier qui s'appelle A Day in the Life. Donc ça rappelle pour certains une musique d'un groupe célèbre anglais. Et vous voyez ici le nombre d'individus qui ont emprunté l'avion en 2014. 3 milliards, un peu plus de 3 milliards d'individus. J'ai fait le calcul, ça fait à peu près, quotidiennement, 8 à peu près de 9 millions d'individus qui prennent un avion. Ce qui fait que une maladie infectieuse peut être propagée d'un bout à l'autre de la planète en très très peu de temps. Vous voyez, donc ce trafic aérien, on voit très bien finalement, donc vous avez beaucoup de trafic aérien, vous voyez, qui traversent l'Atlantique pour rejoindre l'Europe. Enfin, bon, vous voyez, c'est assez impressionnant. Et puis évidemment, en fonction de l'horaire de la journée. Voilà. Donc ça, c'est partie de ce qu'on appelle la mondialisation, si vous voulez, qui va véhiculer, bien évidemment, très très rapidement les micro-organismes. Et on peut considérer, à la limite, que là encore, l'homme, comme c'est l'intitulé de ma conférence, c'est un artisan de ces maladies émergentes, car c'est lui qui a, bien évidemment, au début du XXe siècle, a développé l'aéronautique, bien sûr. Alors on va commencer par, évidemment, la deuxième infection virale qui a fait parler d'elle. Bon, la grippe, ça, c'est une maladie infectieuse que vous connaissez bien. Et puis je pense qu'il y a déjà eu pas mal de conférences sur le sujet. Je me souviens de professeur Daniel Camus qui avait donné une conférence sur ce sujet il y a peut-être 2-3 ans. Ce virus, là encore, c'est un virus à ARN qui a la particularité d'avoir un génome qui est un génome qui est segmenté, qui est donc là encore sujet à des réassortiments. Et ce que vous pouvez voir ici, donc à la surface de ces capsides virales, sont des petits spicules, petites excroissances, si vous voulez, qui portent ce que l'on appelle les hémagglutinines. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme, et la neuraminidase, qui sont en fait symbolisées par les lettres H et N. Et ces deux glycoprotéines de surface jouent un rôle important dans la pathogénèse de la grippe, intervenant notamment, si vous voulez, dans la colonisation de l'arbre respiratoire. Alors, le virus de la grippe, il s'appelle en latin Myxovirus influenzae. Et ce sont essentiellement le type A qui est responsable d'infections humaines et le type B. Alors il existe, pour faire court, 16 types d'hémagglutinines. Et en fait, les hémagglutinines que l'on trouve chez l'homme, les hémagglutinines du virus de la grippe humaine, c'est H1, H2 et H3. Et ici, je vous ai mentionné quelques épidémies, ou même pandémies célèbres de grippe au cours du XXe siècle, avec la fameuse épidémie de grippe espagnole causée par le virus H1N1. Certains ont qualifié, elle est survenue juste après la Première Guerre mondiale, et certains l'ont qualifié l'horreur après l'horreur, puisque le nombre de morts, je crois, a dû avoisiner les 50 millions, si je ne me trompe pas. La deuxième grande épidémie, c'est celle de grippe asiatique, vous voyez, cette fois-ci causée par un variant finalement du virus de la grippe, H2N2, et
Et bien évidemment, les populations n'étaient pas immunes vis-à-vis de ce nouveau virus qui, là encore, dans la fin des années 50, a causé cette grande épidémie, qui a été suivie 10 ans plus tard par la fameuse grippe de Hong Kong, avec un nouveau virus H3N2, et puis la grippe russe en 77, H1N1 associé à H3N2. Alors ça c'est pour finalement les épidémies antérieures à 2000. Et la première grande épidémie qui a fait parler d'elle, c'est la grippe aviaire chez l'homme. Alors la grippe aviaire, comme le nom l'indique, elle touche les oiseaux, mais c'est surtout ce qu'on appelle la grippe du poulet. Je vous ai dit qu'il y avait, vous voyez, dans le cas de l'hémagglutinine, il y avait 16 variants H, eh bien, on trouve ces 16 variants chez les oiseaux. Il y avait donc une épizootie chez les oiseaux d'infection par le virus H5N1. Et eh bien, il a fallu attendre, vous voyez, finalement 2003 pour qu'il y ait un passage de l'infection chez l'homme. Et là encore, tout se passe en général, vous voyez, dans l'Asie du Sud-Est. On va voir tout à l'heure aussi d'autres infections virales, comme par exemple l'infection par le virus Nipah. Vous voyez ici, il y a eu la majorité des cas, 644 cas d'infection par ce virus aviaire, dénommé donc H5N1, avec une mortalité qui était assez conséquente. Vous voyez, pratiquement un cas sur deux. Alors c'était en fait la plupart du temps des éleveurs qui vivaient, disons, au contact assez proche de volailles et qui se contaminaient donc lors de leurs activités finalement d'éleveurs. Alors évidemment une mortalité assez importante parce que le virus était nouveau et inconnu de ces sujets. L'autre pays finalement qui a connu pas mal de cas de grippe aviaire, vous voyez, c'est finalement l'Égypte. Mais d'une manière générale, si ce myxovirus influenza est responsable finalement d'infection chez les virus, c'est un virus qui est extrêmement pathogène. On a abattu, je ne sais plus combien, ça a été responsable de millions de morts chez les volailles. Eh bien en fait, ce virus aviaire, il est incapable de se transmettre efficacement et durablement d'homme à homme. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, finalement, il n'y a pas eu une extension très très importante de l'infection. Et puis, il est, disons, relativement peu pathogène pour l'homme. Alors, la grande crainte, si vous voulez, à l'époque, et c'est toujours d'actualité, c'est un peu ce scénario catastrophe où on pourrait en fait avoir la génération finalement d'un virus recombinant à partir d'un virus aviaire et d'un virus humain. Alors je vous ai fait ici ce petit schéma, je me suis amusé à le représenter. Vous voyez des oiseaux sauvages qui vont être infectés par un virus aviaire. Ces oiseaux sauvages vont venir au contact d'oiseaux domestiques qui vont être infectés donc à ce moment-là par le virus aviaire. Ce virus aviaire, écoutez, vous voyez, il peut contaminer la fermière qui s'occupe de ses poules, et puis elle peut éventuellement développer une infection asymptomatique ou une infection bénigne ou infraclinique. Et puis là, vous voyez ici ce Chang qui est un travailleur agricole qui va être infecté par un virus de la grippe, cette fois-ci humain, donc par exemple un virus type H1N1. Eh bien, cet homme donc, qui est infecté par ce virus, eh bien, il peut, comme il est fermier, il a, comme bon nombre d'Asiatiques, si vous voulez, vous savez très bien que les volailles et les cochons font partie de la nourriture habituelle des Asiatiques. Eh bien, les cochons vivent bien sûr dans les basses-cours au contact des canards, par exemple, et que, bien évidemment, il peut y avoir une co-infection chez les porcs par à la fois un virus aviaire et un virus humain, et puis se réalise malheureusement, si vous voulez, une recombinaison, un réarrangement qui va aboutir finalement à un virus recombinant qui va avoir la capacité, si vous voulez, de pouvoir être très très virulent et se propager, si vous voulez, très très facilement d'homme à homme.
Alors, on a décrit, si vous voulez, là, depuis, vous voyez, vous avez peut-être entendu parler de ça dans la presse, c'est toujours un peu les inquiétudes des pouvoirs publics, l'émergence, vous voyez, de quelques cas humains d'infection par un virus H5N6, donc ça c'est virus aviaire toujours, H6N1, H7N7, H7N9, donc quelques cas d'infection humaine bénigne ou infraclinique, sauf exception, et c'est toujours rapporté en Chine. Et puis là, à partir de 2013, eh bien, depuis mars 2013 plus précisément, eh bien, on a rapporté donc, un nouveau virus, alors assez virulent, mais puisqu'il a causé déjà 700 cas d'infection confirmés, en 4 vagues épidémiques, et là, toujours en Chine, et on ne sait pas trop pourquoi, du reste, c'est localisé pour l'instant en Chine, mais vous voyez, avec quand même une mortalité assez importante, hein, finalement plus de 200 morts. Donc un virus nouveau auquel, bien évidemment, l'homme n'avait pas d'immunité. Et puis, pour terminer avec la grippe, cette fameuse pandémie que nous avons connue en 2009 et qui nous a valu, si vous voulez, la commande d'un nombre conséquent de doses vaccinales. Hein, je crois que c'est à peu près de 100 millions de doses vaccinales, si je ne me trompe pas, ou 95 millions. Et là, c'est du jamais vu. Un triple réassortiment, c'est-à-dire qu'en fait, le virus qui a causé finalement cette pandémie, qui était un virus H1N1, mais différent du virus responsable de la grippe saisonnière, eh bien, a été à l'origine d'une pandémie mondiale. Vous voyez, l'infection a débuté ici au Mexique. Alors, les petits points rouges qui sont représentés sur chacune de ces parties représentent en fait le nombre de décès. Et plus évidemment le diamètre du point rouge est grand, plus le nombre de décès, bien évidemment, est grand. Et donc tout a débuté ici au Mexique, dans une région qui était à proximité du plus grand élevage industriel de porcs au Mexique. D'accord ? Et cette infection a eu la particularité de frapper des sujets qui étaient des sujets relativement jeunes. Vous le savez tous, hein, c'est plutôt les sujets de plus de 60 ans, j'en fais partie, hein, donc qui se vaccinent pour se prévenir de la grippe, parce que bien évidemment c'est une maladie qui frappe plutôt le sujet âgé. Et là, de façon surprenante, 80% des cas ont été observés chez des sujets jeunes, adultes. D'accord ? Et l'explication a été trouvée, c'est qu'il existait en fait une immunité croisée qui existait avec ce virus, et un virus qui avait infecté autrefois les populations, et s'était démontré du reste expérimentalement ce rôle protecteur. Donc vous voyez donc un nombre extrêmement important de cas. Alors selon l'OMS, hein, il y a eu 18 500 morts, mais il semble, d'après une étude qui a été publiée par des épidémiologistes, hein, dans une revue dans le Lancet Infectious Disease, il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, l'estimation, c'est, comme ça à la louche, c'est à peu près, si vous voulez, 15 fois ou moins, si ce n'est pas, vous voyez, jusqu'à 40 fois. C'est des estimations, bien évidemment, hein, qui ont été appliquées par ces épidémiologistes. Hein. Donc ça semble beaucoup plus important que ce qui avait été décrit. Voilà. Alors maintenant, on va passer au chikungunya. C'était l'autre virus qui a fait parler de lui, hein, le virus Chik, hein, qui est, je vous le rappelle, véhiculé par des moustiques, hein, Aedes albopictus, ça doit vous dire quelque chose, c'est le fameux moustique tigre, d'accord ? Et puis Aedes aegypti, c'est l'autre vecteur. Et du reste, sur cette planisphère, vous voyez, en fonction des couleurs, hein, bleu, vert foncé, vert clair, eh bien vous avez la répartition géographique de ces vecteurs. Je vous rappelle que ce sont les moustiques femelles, d'une manière générale, qui piquent et qui sucent le sang. Elles ont des pièces buccales qui sont en fait dédiées à la piqûre et à l'aspiration du sang. Le sang qui est nécessaire pour les femelles pour la formation complète des œufs. Les mâles, ils ne piquent pas. Les mâles ne piquent pas. Les mâles, ils se nourrissent au même titre du reste que les femelles. Ils se nourrissent à partir de l'eau, et puis il leur faut du sucre. En général, c'est le nectar des fleurs.
Mais les pièces buccales des mâles sont rudimentaires. Ils ne piquent pas. Et l'autre particularité de ces Aedes, c'est que leurs piqûres sont des piqûres qui sont diurnes. Alors que vous avez peut-être entendu parler de l'agent du paludisme qui s'appelle l'anophèle. Lui, enfin elle, parce que c'est une femelle encore une fois, elle pique la nuit. D'accord ? Alors c'est plus facile, si vous voulez, d'arriver de se prévenir des piqûres de moustiques la nuit, parce que vous avez une moustiquaire. Dans la journée, c'est difficile d'aller avec une moustiquaire. Hein. Donc c'est un vrai problème. Alors ce virus chic, il a en fait été isolé, vous voyez, en Afrique de l'Est, dans les années 50, plus précisément en 52. Alors il a été responsable d'infections dans ces contrées. Et puis, donc c'est un petit peu étendu, vous voyez. Hein. Et puis il s'est propagé en Inde et dans le sud-est asiatique. Alors au cours de cette propagation, il a en même temps muté. Vous voyez, donc il est apparu ce qu'on appelle un lignage ou une lignée. Et vous voyez, donc en fait, cette lignée, elle est symbolisée ici par ce cercle rouge. Et puis, dans les années 2000, il y a eu une épidémie assez importante au Kenya de chikungunya. Alors vous savez peut-être que chikungunya, c'est en fait un terme qui est d'origine de la langue bantou. Ça veut dire, théoriquement, je suis tordu, je deviens courbé, parce qu'en fait, les signes de la maladie, c'est bien sûr de la fièvre, mais associé avec des douleurs musculaires et des douleurs articulaires, une grande fatigue, hein, nausées, vomissements, etc. Et puis il peut y avoir quelquefois des atteintes neurologiques. Donc ce virus chikungunya, il était responsable d'une épidémie de chikungunya dans ce pays donc de l'Est africain. Et il y a eu en fait une dissémination de cette infection, probablement par transport aérien, dans les îles de l'océan Indien, en particulier à l'île Maurice et à l'île de la Réunion. Vous savez peut-être que l'île de la Réunion a été lourdement affectée, puisque à peu près 40% de la population donc, présentait cette infection. Et lors de cette épidémie, eh bien, il y a eu une mutation en quelque sorte, hein, une mutation de l'enveloppe du virus chikungunya, qui a donné naissance à un nouveau lignage, hein, c'est le lignage de l'océan Indien, hein, qui est représenté ici par ces cercles jaunes. Et puis, à partir de l'océan Indien, eh bien, là encore, l'infection s'est propagée, donc avec ce lignage particulier, donc en Inde et dans le sud-est asiatique, ce qui fait que dans ces contrées, eh bien, circule à la fois un lignage asiatique, et puis un lignage océan Indien. Et l'hémisphère ouest a été longtemps épargné jusqu'à ce que le virus chikungunya arrive finalement aux Caraïbes en 2013. Et là, donc, il a été à l'origine d'infections aussi bien dans la population haïtienne que dominicaine, que chez les Martiniquais, chez les Guadeloupéens. Bref, je crois que l'infection a débuté, elle est arrivée, je crois, à l'île initialement de Saint-Martin. Et ensuite, elle s'est propagée. Et puis, elle a gagné ensuite, évidemment, le territoire, l'Amérique centrale, et puis un petit peu le sud des États-Unis. Bien. Au passage, vous voyez que le lignage indien, eh bien, il a été aussi observé, si vous voulez, en France, sur le littoral, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, sur le littoral méditerranéen, puis ainsi qu'en Italie. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lors de sa mutation, eh bien, ce virus chikungunya, donc ce lignage de l'océan Indien, il s'est parfaitement adapté à Aedes albopictus. Alors que finalement, aux Caraïbes, vous voyez, il peut y avoir les deux espèces, mais c'est surtout Égyptie qui est en cause. Alors il existe un vaccin actuellement qui a été mis au point contre cette infection. En fait, c'est un virus, un vaccin recombinant, c'est-à-dire que c'est le virus de la rougeole dans lequel on a fait exprimer, si vous voulez, par génie génétique, des antigènes protecteurs du virus chikungunya.
Alors, cette fois-ci, là, on va passer à une autre infection qui a causé une très très grande épidémie. Vous avez tous entendu parler du choléra. Le choléra, c'est une maladie, si vous voulez, qui est connue de longue date. Elle avait été rapportée, si vous voulez, au début du XVIe siècle, hein, par l'un des capitaines, je crois que c'était Magellan. Et en fait, il avait rapporté, c'est pas Magellan parce que je crois qu'il était mort à ce moment-là, c'était un de ces capitaines qui avait rapporté finalement à Calicut, qui est au sud de l'Inde, une épidémie cataclysmique de choléra avec plus de 20 000 morts, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est une maladie qui est une maladie strictement humaine, qui est localisée avant tout dans le sud-est asiatique, le berceau de toutes les pandémies de choléra que nous avons observées. Hein, on en est à la 8e actuellement. Elles ont toutes, sauf une, pris naissance en Inde. Donc c'est le berceau, si vous voulez. En gros, c'est la région des deltas, du Gange, du Brahmaputra. Hein. Donc vous avez ici donc une planisphère qui a été publiée par l'OMS en 2009, qui vous présente finalement les zones où cette année-là avaient été décrites des épidémies de choléra. Et puis tous les petits points que vous voyez ici, en fait, c'est des cas importés de choléra. Donc vous voyez aussi bien en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada, mais vous voyez aussi des cas en France. Et c'est pas là mon propos. Mon propos, c'est de vous rappeler cette épidémie qui est survenue à Haïti, qui est, comme vous le savez, donc l'un des pays les plus déshérités au monde. Et Haïti était épargné jusque-là par choléra. Jamais le choléra avait atteint Haïti. Et en fait, cette épidémie de choléra est survenue dans des conditions bien particulières. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2010, au début de l'année 2010, en janvier 2010, il y a eu un tremblement de terre assez important. Vous voyez, avec une intensité de l'ordre de 7 à 7,3, c'est énorme. Pour avoir vécu, si vous voulez, à San Francisco dans les années 80, un tremblement de terre, je peux vous dire que ça bouge bien. Hein, ça bouge bien à 7. Et donc une magnitude assez importante avec un désastre terrible. Vous voyez, tout était effondré. Puis bien évidemment, pays déshérité, donc ça a été la grande catastrophe. Vous voyez, des camps de réfugiés, où bien évidemment, il n'y avait pas du tout d'eau potable, hein, comme dans bon nombre de pays. Du reste, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a à peu près 1 milliard d'individus sur la Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui est un vrai problème. Hein. Et donc, l'épidémie, en fait, de choléra a débuté, vous voyez, quelques mois plus tard, hein, au mois d'octobre. Hein, je vous ai mis ici la population d'Haïti, hein, un peu plus de 10 millions d'habitants. Ici, vous avez la frontière avec la République dominicaine. Il y a eu 700 000 cas. 700 000 cas de choléra et 8 500 morts. Je ne sais plus quelle est la date de la fin de cette épidémie. Hein, c'était au mois de 2013. Mois de décembre 2013. Et en fait, l'origine a été assez insolite, dans la mesure où et ça a été difficile à admettre pour les soldats de la paix de l'ONU, en fait, ce sont des soldats népalais qui étaient bien évidemment venus sur l'île pour essayer de maintenir un peu l'ordre, parce que c'était le chaos, bien évidemment. Et donc, en fait, ces Népalais, eh bien, ils venaient de Katmandou, où avait sévi, en 2010, une épidémie, pendant l'été 2010, une épidémie de choléra. Or, ces sujets népalais, je ne vous l'ai pas dit, mais vous savez, le choléra, ça peut donner, bien sûr, la forme typique de choléra avec une diarrhée incoercible, 10 à 20 litres d'eau émise quotidiennement, mais ça peut aussi être des cas de portage sain, asymptomatiques. Et donc les sujets vont émettre avec leurs excréta les bacilles du choléra. Et le problème, c'est que ces soldats népalais, eh bien, ils ont déversé leurs excréments. Et là, il y a eu une grave faute, si vous voulez, leurs excréments directement dans une rivière où venaient finalement s'alimenter, s'approvisionner les Haïtiens, qui se sont rendus compte tout de suite que, du reste, il y a eu des manifestations du peuple haïtien qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème, si vous voulez, que le choléra qu'ils ne connaissaient pas avait été apporté par les soldats. Ça a créé presque des émeutes, si je me souviens bien. Et on a pu prouver de façon irréfutable, si vous voulez, par des empreintes génétiques, qu'il y avait une identité entre les souches trouvées chez ces soldats népalais et, d'autre part, les souches qui étaient isolées des Haïtiens. Voilà.
Donc une épidémie qui a été assez conséquente. Hein. C'est, vous voyez, 700 000 cas hein, sur une population de 10 millions d'habitants, c'est pas rien. Alors je vais vous parler maintenant d'un autre virus qui a aussi émergé. Alors, pour faire simple, c'est un cousin du SRAS. C'est un autre coronavirus qui a été responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. On appelle ce virus le MERS coronavirus. Et en fait, il a émergé en septembre de 2012. Vous voyez, ça s'est en fait cantonné d'abord vous voyez, dans la péninsule arabique, hein, majoritairement des cas en Arabie saoudite. Hein. Vous voyez, ça c'est le rapport de l'OMS en juin 2013. Hein. L'épidémie avait débuté en septembre. Vous voyez, il y avait 68 cas confirmés, 38 cas mortels. Et puis, donc, il y a eu d'autres cas, si vous voulez, au Qatar, en Jordanie. Puis, importation de ces cas, notamment, il y a eu un cas en France. Hein. Je crois que même les 2 cas en France avaient été hospitalisés à l'hôpital de Tourcoing. Alors l'infection, c'est une infection respiratoire qui va être transmise essentiellement par d'homme à homme, vous voyez, mais il faut que pour que l'infection se transmette bien, il faut un contact assez rapproché entre les hommes. Je vous ai mis ici au-dessus une photo d'un chameau, parce qu'en fait, le chameau semble être le réservoir naturel à partir duquel l'homme se contamine. Mais ce n'est pas, si vous voulez, l'animal qui va infecter principalement l'homme. L'homme, c'est une contamination interhumaine, essentiellement. Alors ce chameau, bien évidemment, on l'a trouvé infecté par ce MERS coronavirus, et parce qu'on a trouvé, là encore, en séquençant le génome, qu'il y avait des identités avec le génome des MERS coronavirus humains. Et puis on a trouvé également, encore une fois, si vous voulez, ce virus chez les chauves-souris. Alors, vous allez voir tout au long de cette présentation, les chauves-souris sont vraiment des animaux qui sont importants. C'est les prédateurs des insectes, hein, mais voilà, ils jouent aussi un rôle important dans la transmission de virus. Ils n'en souffrent pas. Hein. Vous verrez, c'est pareil avec Ebola. Vous avez eu une conférence du professeur Berge sur ce sujet il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous a parlé de pour Ebola, à la fois de chauves-souris frugivores et insectivores. Et donc, en fait, ce qui est proposé actuellement, c'est que eh bien, les chameaux auraient été dans un horizon assez lointain, contaminés par les chauves-souris qui hébergeaient ce virus, ce coronavirus. Alors l'épidémie, en fait, s'est prolongée, et je voudrais vous montrer simplement, là encore, la propagation de cette épidémie. Vous voyez ici un foyer important donc, en Arabie saoudite. C'est une infection qui a surtout frappé plus les hommes. Quand on regarde les cas, c'est surtout les hommes dans ce pays. On peut l'expliquer assez facilement. Les femmes restent souvent un peu à la maison. Elles portent le niqab, comme quoi le voile ça a du bon, hein, de temps en temps. Et c'est du 2e degré. Hein. Mais probablement c'est la raison, si vous voulez, pour laquelle les femmes n'ont pas été très exposées au virus. Donc qui s'est propagé, là encore, vous voyez, par voie aérienne. Et je voudrais juste vous insister sur ce point-ci. Vous voyez, donc, entre 2012 et 2016, 1725 cas confirmés, à peu près un tiers de morts. Et ici, vous voyez, à partir d'un sujet coréen qui avait séjourné donc au Qatar, eh bien, il a importé la maladie. Et voilà, il a importé la maladie à Séoul. Et à partir de ce cas, il y a une épidémie terrible. En fait, ce monsieur, donc, vous voyez ici, vous avez une échelle, ce qu'on appelle une courbe épidémique. Hein, vous avez ici le nombre de cas observés en fonction du temps. L'épidémie a débuté le 20 mai pour se terminer ici le 28 juillet. 186 cas donc, d'infection à Séoul. 36 morts. Et en fait, quand vous regardez, il y a un bon nombre si vous voulez, d'infections qui ont été transmises lors de soins dans les hôpitaux. En fait, il y a une défaillance dans les mesures d'hygiène et de prévention de transmission des infections.
sur le fait des infections nosocomiales qui sont survenues. Et l'OMS a été extrêmement mécontente de l'attitude des Coréens, qui ont tardé finalement à prendre des mesures pour essayer de limiter l'épidémie. En fait, ils ont pris des mesures assez drastiques fin juin, avec, vous voyez, le Parlement a prévu une amende de 16 000 € ou 2 ans d'emprisonnement pour toute personne infectée qui mentirait aux autorités sanitaires sur l'origine de sa contamination. Donc il y a une sorte de quarantaine qui a été instaurée. Vous voyez, le gouvernement a restreint strictement la mobilité de près des 17 000 individus ayant eu un contact avec un malade. Bon, j'espère que les jeunes mariés ont levé quand même le soir le masque. Je le sers pour eux. Cette diapositive a pour objet de vous montrer finalement les conséquences économiques et sociales que peuvent représenter les épidémies. Il y a un coup de... En fait, j'ai consulté un certain nombre d'articles dans des journaux qui rapportaient les problèmes économiques qui avaient été soulevés par cette épidémie. Un coup de frein considérable à la consommation. Bien évidemment, comme c'est une infection donc, qui se propage par contact, hein, c'est une infection respiratoire. Donc c'est comme toutes les infections respiratoires, elles vont se transmettre par ce qu'on appelle les postillons, hein, les gouttelettes de Flug. Eh bien, évidemment, il y avait une baisse de fréquentation des centres commerciaux, des restaurants, des cinémas. Et puis, bien évidemment, les gens, les étrangers effrayés, ont évité de venir visiter la Corée du Sud. Hein. C'était au mois de juin-juillet, c'est la période où on se déplace. Hein. Vous voyez, il y a eu quand même une réduction de 40 à 60% des touristes. Et tout ceci a représenté une perte de près de 9 milliards de dollars au pays. Donc ça correspond à peu près, j'ai regardé, ça correspond à 0,1% du PIB. Et il y a eu, pour relancer l'économie, donc une aide gouvernementale assez importante, hein, près de 18 milliards d'euros. Et puis la Banque centrale a maintenu un taux bas d'intérêt. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer les conséquences que peuvent avoir des épidémies sur la société d'une manière générale et sur un pays. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur cette infection causée par le virus Ebola, l'épidémie d'Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest. C'était assez inhabituel. Hein. Je vous rappelle que les épidémies d'Ebola, Ebola c'est une rivière, hein, pour mémoire, c'est une rivière qui coule en République démocratique, enfin soi-disant démocratique du Congo. Et donc vous voyez qu'en fait la plupart du cas sont survenus en Afrique centrale, ici. Donc le Zaïre est un territoire immense, hein. Je crois que c'est à peu près 5 fois la France. Et puis il y a eu également des cas au Gabon. Et là, l'épidémie finalement d'Ebola, alors vous avez ici le virus Ebola, c'est un filovirus, hein, toujours un virus ARN. Et avec le réservoir naturel de ce virus Ebola qui est représenté par des chauves-souris, à la fois insectivores et frugivores. Et en fait, l'épidémie a sévi finalement dans une contrée assez inhabituelle pour l'Afrique. C'était essentiellement l'Afrique de l'Ouest. Avec, vous voyez ici, donc, les cas qui ont été majoritairement observés au Libéria. 14 000 cas, presque un tiers de morts. Ici, c'est à peu près la moitié des morts au Sierra Leone. Là, un peu plus, vous voyez, 3 800 cas avec 2 543 morts en Guinée. Bref, au total, il y a eu 28 646 cas recensés, hein, pour la période s'étalant de décembre 2013 jusqu'au 30 mars 2016, avec 11 323 morts. Impressionnant. Hein. Impressionnant. Il y a eu en fait, comme je vous l'ai dit, des cas qui étaient beaucoup plus rapportés dans l'Afrique centrale, notamment au Zaïre. Et les cas, le nombre de cas humains n'était pas aussi important parce qu'en fait l'infection survenait essentiellement dans des petits villages forestiers. Et je me suis même laissé dire, parce que nous avons dans notre laboratoire ici à l'Institut Pasteur un médecin zaïrois. Et je lui ai posé la question de savoir si est-ce que c'était vrai que l'armée avait éventuellement entouré des villages forestiers pour essayer de circonvenir, finalement, de contenir l'infection. Il m'a dit que oui, ça avait été vrai une fois. Donc ça faisait une sorte de quarantaine qui était instaurée par l'armée pour éviter justement la propagation de cette maladie. Mais ça avait été un cas, semble-t-il, assez unique.
Donc cette épidémie, si vous voulez, théoriquement, est terminée. Il y a eu un rapport de l'OMS, je crois que c'était le 29 mars, quelque chose comme ça, en disant, ben voilà, l'épidémie est jugulée. Et puis, il y a eu quelques cas de résurgence, justement, le lendemain, ça apparaissait. Des cas de résurgence en Sierra Leone, je crois, et au Nigeria. Donc, il y a une certaine observation qui est encore maintenue pendant une 42 jours. Hein. Mais bon, théoriquement, si vous voulez, ça devrait être contenu comme épidémie. Toujours est-il que il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vaccin qui a été mis au point. Un vaccin donc, qui est un vaccin qui est recombinant, là encore. C'est un virus un peu particulier qu'on appelle le virus de la stomatite vésiculeuse qui va exprimer des antigènes protecteurs du virus Ebola. Alors on l'appelle ce vaccin le vaccin Zebov. Zebov parce que en fait c'est les antigènes protecteurs qui proviennent du virus Ebola zaïrois, le virus Zaïre. Voilà. Ce vaccin, a fait sa preuve parce qu'il y a un essai, donc qui a été réalisé en Guinée, un essai de protection. Et ce vaccin donc, a été testé. Bien évidemment, il faut tester ce type de vaccin, si vous voulez, pour vérifier son efficacité dans des zones d'endémie. Et donc le vaccin a été testé chez 7500 Guinéens, et il y a eu 100% de protection après une seule injection. Et la protection, enfin, il y avait, si vous voulez, une bonne productivité, une bonne production d'anticorps. Alors il y a d'autres pistes qui avaient été évoquées. Je pense que le professeur Berge vous en avait parlé lors de sa conférence. C'était de l'utilisation de sérum convalescent, donc sérum convalescent de fièvre Ebola, avec tous les problèmes que ça laisse supposer, parce que comme vous savez, il y a beaucoup d'infections qui sont susceptibles d'être transmises par le sang, par le sérum. Pensez les virus des hépatites, etc., etc. Donc c'est pas la meilleure solution. Je pense que la meilleure solution, ça serait cette vaccination. Ce vaccin a montré son efficacité, mais pour l'instant, il n'est pas licencié et il n'est pas disponible en Afrique. Voilà. Alors ça, c'est juste pour finir sur la dernière de ces infections qui fait parler d'elle. Alors, j'empiéterai pas trop sur la conférence du professeur Daniel Camus qui est prévue le mois prochain, qui sera consacrée directement au virus Zika. Donc là encore, je vais vous donner quelques informations. Là encore, vous voyez, les fameux moustiques, toujours les mêmes. Hein. C'est vraiment la plaie. Hein. C'est vraiment la plaie. On peut imaginer, si vous voulez, éventuellement les moyens de se prévenir de cette transmission par ces moustiques. On peut en discuter, si vous voulez, à l'occasion. Mais toujours est-il que ce virus, donc, il a été isolé, vous voyez, dans la forêt de Zika, en Ouganda. Donc il a été, vous voyez, isolé ici, en 1947, à partir d'un macaque. D'accord ? Alors l'infection, donc, est restée un peu cantonnée, si vous voulez, ici, là, vous voyez, dans l'Est africain. Il y a eu quelques cas humains donc, qui ont été rapportés, d'abord en Ouganda, ensuite, je crois, en Tanzanie, il me semble que c'est en Tanzanie. Il y a eu quelques cas, vous voyez, également, qui ont été rapportés en Afrique de l'Ouest. Et puis, bon, la maladie s'est répandue également en Asie du Sud-Est, hein, elle s'est propagée, mais il y a eu quelques petites épidémies, mais sans vraiment grande importance. Et puis surtout, les pouvoirs publics ne sont pas trop préoccupés de l'infection, parce que c'était un peu spécifique, ça ressemblait à de la dengue. Et puis, dans ces régions, il y a d'autres maladies, si vous voulez, vectorisées par des moustiques et qui préoccupaient plus les autorités sanitaires. Toujours est-il qu'il y a une épidémie donc, qui est apparue en Micronésie. Donc, vous savez, c'est des États qui sont fédérés, qui comportent pas mal d'îles, et en particulier les archipels, les îles Yap. Ça vous dit peut-être quelque chose. Yap, c'est un des États, des 4 États fédérés de la Micronésie. Il y a eu une épidémie assez importante en 2007. Et puis ensuite, en 2013, eh bien, il y a eu une épidémie qui a sévi en Polynésie française, avec à peu près 10% de la population qui était infectée par le virus Zika. Et puis, on a commencé un petit peu à s'intéresser, si vous voulez, à cette infection, dans la mesure où, je crois que c'est dans le cas de l'épidémie Polynésie, il y a eu quelques cas de complications
que vous connaissez tous, hein, puisque on en a parlé dans la presse, mais c'est surtout ces complications, c'est celles qu'on a rapportées dans cette épidémie qui sévit actuellement au Brésil, mais pas exclusivement au Brésil. L'épidémie donc est arrivée, donc le virus Zika a franchi finalement, il a franchi quoi? Il a franchi le Pacifique, hein, pour arriver finalement au Brésil. Comment est-il arrivé au Brésil en 2014? Il y a plusieurs hypothèses. Soit, vous savez, il y a eu deux grandes manifestations sportives en 2014. Il y a eu la Coupe du Monde de football, d'une part. Et puis, il y a d'autre part eu une compétition, un championnat du monde de pirogue polynésienne, hein, qui s'est tenue à peu près dans cette même période. Donc on ne sait pas trop, si vous voulez, comment a été véhiculé le virus. Toujours est-il qu'il y a quand même un nombre assez important de cas, donc je crois que c'est, vous voyez, 1,5 million de cas d'infection par le virus Zika, avec ces fameuses complications redoutables, hein. Vous savez, c'est la survenue de microcéphalie, hein, qui sont observées chez des femmes enceintes. De mémoire, il me semble avoir vu un reportage à la télévision où on disait qu'il y avait à peu près, on estimait qu'à 150 000 le nombre d'enfants qui seraient en fait atteints de microcéphalie. Hein, c'est quelque chose de dramatique. Il y a une étude récente qui a été publiée dans Lancet, ou Lancet Infectious Disease, qui a établi finalement que le risque de transmission de ce virus Zika de la mère au fœtus, eh bien, le risque était maximal pendant le premier trimestre. Mais que finalement, il n'était pas, quand il y avait une mère infectée, il y avait 1% de chance finalement, de chance. La probabilité était que le fœtus soit infecté. Alors le problème, c'est que la microcéphalie, elle est détectable qu'à partir du 6e mois, donc ça pose un vrai problème. Bon, j'en dis pas plus parce que le professeur Camus donc va vous faire part des dernières avancées. Il me disait tout à l'heure, parce que je l'ai croisé, que ça pouvait être transmis bien sûr par voie sexuelle, ça peut être transmis par la salive, ça peut être transmis par le lait. Enfin bref, tous les jours apparaissent de nouvelles informations scientifiques sur ce virus. Mais il semble que le virus, à partir du Brésil, il s'est répandu bien évidemment sur l'Amérique du Sud. De mémoire, je crois que l'Argentine, le Chili sont épargnés, mais sinon, toute la partie nord, Colombie, la Colombie, c'est le deuxième pays où le virus Zika est fortement implanté. Il y a également le Venezuela, l'Équateur, et puis c'est remonté donc en Amérique centrale, et puis... ça frappe également, comme vous le savez, les Caraïbes, bien sûr. Alors voilà, donc maintenant, je vous ai mis ici, vous voyez, d'autres agents infectieux en embuscade. Je ne veux pas vous faire peur, hein, ce n'est pas l'objectif, mais voilà, sachez qu'il y a plein de virus qui attendent. C'est toujours, encore une fois, des virus causés par des virus à ARN, véhiculés par des moustiques, hein, alors des moustiques type Culex, hein, ou Aedes. Et puis il y a même des anophèles. Alors là, les anophèles, je vous l'ai dit, les anophèles, ça pique la nuit, hein, contrairement aux autres. Et ce virus Zika, il est connu depuis... le virus de la fièvre de la vallée du Rift, c'est un virus qui a été isolé en 1930 dans la vallée du Rift, qui est en fait une vallée qui se trouve au Kenya. Et cette infection de la fièvre de la vallée du Rift est une infection qui frappe essentiellement le cheptel. Les moutons, les ovins, les bovins, les chèvres et les chameaux. D'accord ? Bien évidemment, l'homme peut être aussi infecté accidentellement, mais il n'est pas le plus souvent infecté par piqûre d'insectes, hein, c'est possible, c'est plutôt secondaire. En fait, l'homme va se contaminer comment ? S'il, par exemple, il se blesse avec un couteau qui est souillé par du sang d'un animal. Il peut se contaminer en mangeant de la viande, par exemple, d'un animal infecté. Bref, ce virus, vous voyez, a été responsable d'un certain nombre d'épidémies. Vous voyez, toutes ces petites épidémies, là, sont figurées par des étoiles. D'accord ? Donc, en fait, c'est un virus qui sévit avant tout
un virus qui sévit avant tout dans la partie orientale de l'Afrique, mais vous avez aussi, vous voyez, des cas, il y a eu 2 épidémies qui ont été rapportées au Sénégal, ainsi qu'en Mauritanie. Et puis, ce qui inquiète beaucoup, c'est la capacité, vous voyez, d'extension de la maladie sur la péninsule arabique. Il y a eu des épidémies en Arabie Saoudite et puis au Yémen. Et là, ça nous concerne. C'est qu'en fait, ont été rapportés quelques cas d'infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift aux Comores et ensuite à Mayotte. C'est la France. Hein. D'accord ? Donc tout ça pour dire que c'est des virus qui peuvent, là encore une fois, être importés chez nous. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette fièvre de la vallée du Rift chez l'homme ? Bon, en gros, pour faire simple, c'est encore asymptomatique dans la grande majorité des cas. Ça peut être symptomatique, et quand c'est symptomatique, dans 95% des cas, ça ressemble à une dengue. Alors, il peut y avoir aussi quelques formes hémorragiques. Hein, ça a été rapporté, des formes neurologiques également. Hein. Le point important, c'est que ces épidémies qui surviennent donc chez ces herbivores, eh bien, elles surviennent la plupart du temps lorsqu'il existe des périodes de pluie diluvienne ou d'inondations. Il y a eu des inondations terribles en Somalie, je crois que c'est dans les années 2006, 2007. Et donc, évidemment, ces inondations vont créer un terrain favorable à la pullulation, bien évidemment, des moustiques qui vont transmettre la maladie. Et habituellement, si vous voulez, ce qui est décrit dans la littérature, c'est que ces épizooties, eh bien, se manifestent. Le premier signe, c'est en fait des avortements dans le bétail. D'accord ? Donc, bien évidemment, ça a des conséquences aussi importantes pour l'économie, pour l'agriculture, pour la nourriture de ces populations vivant dans ces contrées qui sont en général, si vous voulez, des contrées défavorisées. Donc voilà, une maladie qui est en embuscade. D'après des experts de l'OMS, c'est l'une de celles qui pourrait bientôt arriver. Alors je ne voudrais pas vous faire peur, mais il y a encore... vous voyez, j'ai consulté les données de l'OMS récemment. J'ai vu qu'il y avait une épidémie importante de fièvre jaune. Donc vous savez que c'est causé par un virus. Là encore, c'est transmis par Aedes aegypti. Donc c'est une fièvre hémorragique, d'accord, en Angola. Il y a eu des cas assez importants, j'ai plus le chiffre en tête, hein, avec une mortalité importante, hein, comme dans toutes ces fièvres hémorragiques. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'il existe quand même un vaccin contre la fièvre jaune. Et là, donc, l'OMS n'est pas trop inquiète, hein, parce que de toute façon, tous les ans, surviennent des cas de fièvre jaune sur le continent africain. Je crois que c'est à peu près 100 à 150 000 cas de fièvre jaune qui surviennent tous les ans. C'est des populations qui ne sont pas vaccinées, bien sûr. Et puis l'autre virus également qui fait parler de lui actuellement, c'est le virus de Lassa, qui est un virus qui doit faire partie des filovirus, si je ne me trompe pas, et qui est responsable de fièvre hémorragique. Vous savez, ces fièvres hémorragiques, c'est bien sûr Ebola, Lassa, Marburg, Crimée-Congo, etc., etc. Et là, c'est une épidémie, si vous voulez, qui sévit au Nigeria. Je crois qu'il y avait eu, dans ces derniers mois, 82 décès de fièvre de Lassa, donc il suffit en gros de multiplier par 2 pour connaître le nombre de cas, hein, puisqu'il y a à peu près une mortalité de 50%. Et il y avait eu des cas qui avaient été rapportés, donc ça c'était au Nigeria, et puis il y a eu des cas également, quelques cas au Togo et au Bénin. Et a été rapporté au mois d'avril des cas importés en Allemagne. Il y a eu 3 cas au total en Allemagne. Un cas qui était en fait un sujet qui... alors je ne sais pas s'il était allemand ou togolais. Toujours est-il, il a été rapatrié à Cologne et il est mort très rapidement de défaillance multiviscérale. Et l'autre personne qui est morte, c'est celui qui s'est occupé c'est l'employé des pompes funèbres. Et puis il y a une autre personne qui a été infectée par le virus de Lassa, qui est revenu en Allemagne, à Francfort, et je crois qu'il est mort aussi. Par contre, il y a une dame suédoise de 70 ans qui a contracté la maladie dans, je ne sais plus si c'était au Nigeria, non, si c'était au Togo ou au Bénin, enfin qu'importe. Et toujours est-il qu'elle elle survit actuellement. Donc voilà.
Alors maintenant, je vais passer directement sur l'objet de cette conférence, après avoir fait ce tour d'horizon sur toutes les épidémies qui ont sévi pendant ces 15 premières années du XXIe siècle, sur finalement le rôle de l'homme dans l'émergence de ces maladies infectieuses. Alors là encore, vous allez voir que l'homme est vraiment en partie responsable de l'émergence de ces infections. Ici, je vous ai mis l'exemple de la déforestation de la forêt tropicale en Malaisie. Je crois que le tropique, il doit passer, l'équateur, pardon, c'est la forêt équatoriale, parce que je crois que l'équateur, il doit passer par là, il doit passer sur Bornéo, il me semble bien. Et toujours est-il qu'en fait, a été observé en 1998-99 une épidémie d'encéphalite chez 250 éleveurs de cochons et chez des ouvriers d'abattoirs de Singapour. Et en fait, les éleveurs de cochons étaient des éleveurs malais. Et ces éleveurs de cochons malais habitaient une localité de Malaisie qui s'appelle Nipa. Et autre information importante, c'est que la Malaisie est le deuxième producteur d'huile de palme derrière l'Indonésie. Et qu'en fait, cette infection par le virus Nipah, qui se traduit par une encéphalite, il y avait eu quand même pas mal de décès. Il y avait eu 250 sujets présentant cette manifestation. Je crois qu'il y en avait à peu près une centaine qui étaient mortes. Et en fait, cette infection résulte de la déforestation. La déforestation a conduit à des déplacements d'animaux, en particulier de chauves-souris frugivores. Chauves-souris frugivores qui hébergeaient sans aucun dommage ce virus. Et elles excrétaient dans leur salive, et je crois même dans les urines, ce virus qui est représenté ici. Et évidemment, elles s'étaient déplacées vers des fermes où elles étaient susceptibles de trouver leur nourriture. Et donc, elles contaminaient par finalement leurs excréta, elles contaminaient la nourriture des cochons. Et puis ces cochons, ils s'infectaient, et puis développaient une infection respiratoire. Ça a été une infection assez conséquente, puisque je crois qu'il y a à peu près 1 million de porcs qui ont été abattus, qui étaient infectés de cochons qui étaient infectés par le virus. Et toujours est-il que, bien évidemment, l'homme vivant en contact de ces cochons donc étaient infectés au niveau de leur voie respiratoire, toussaient, et puis ils émettaient, si vous voulez, des particules virales qui allaient infecter, là encore par inhalation, ces Malaisiens. D'accord ? Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est une modification, là encore, de l'habitat, avec une raison bien définie, c'est pour essayer finalement de permettre à certains territoires qui ne sont pas tellement arrosés, de pouvoir bénéficier d'irrigation pour permettre le développement des cultures. Et la première épidémie que je vous rapporte, c'est celle qui a été occasionnée par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, dont je viens de vous parler il y a quelques instants, qui en fait a été à l'origine d'une épidémie assez importante de maladies infectieuses. Je crois qu'à peu près 200 000 Égyptiens, puisque c'était sur le Nil, que c'était lors de la construction de ce fameux barrage d'Assouan, à la fin des années 70, je crois que c'est en 1977. Eh bien, il y a eu une épidémie d'abord qui a sévi chez des herbivores. Il y a eu des nombres de têtes de bétail, si vous voulez, qui sont mortes d'infection. Puis il y a eu une propagation, si vous voulez, de l'infection qui a été assurée de par cette humidité, cette chaleur existante. Il y a eu une prolifération, bien évidemment, des moustiques. C'est un culex qui intervient. Enfin, qu'importe, c'est du détail. Non, c'est pas un culex, qu'importe. L'autre exemple que je voulais vous donner aussi, toujours finalement pour essayer d'apporter la nourriture aux habitants, c'est l'irrigation qui a été en cause. Si vous voulez, là encore, toujours la même chose. Prolifération de culex, là, en l'occurrence, puisqu'il s'agit du virus de l'encéphalite japonaise. Et on a montré en fait qu'il y avait, dans une étude réalisée par des épidémiologistes, qu'il y avait en fait une corrélation qui existait entre la densité des
des rizières, finalement le nombre de cas d'encéphalite japonaise, et puis la densité, le nombre de culex. D'accord ? Donc il y avait clairement une relation de cause à effet. Voilà. Alors ensuite on va aborder cet autre problème que connaît l'Afrique. Vous savez tous que c'est un continent qui est le siège permanent de conflits armés. Il n'y a pas que le continent africain, il y a aussi le Moyen-Orient, qui est le siège de ces désastres, avec bien évidemment comme voie de conséquence des déplacements massifs de population, avec des formations de camps de réfugiés. Et dans ces camps de réfugiés, l'hygiène est insuffisante, il existe la malnutrition, et puis il y a un défaut de prévention des maladies infectieuses, et tout ceci va bien évidemment générer l'émergence d'épidémies, qu'il s'agisse d'épidémies de choléra, de fièvre typhoïde, tout ce que vous voulez. Tout est possible. Deuxième facteur extrêmement important, c'est la démographie galopante. Voilà l'estimation du nombre d'habitants sur la planète en 2050. 9 milliards d'individus. Avec un taux, vous voyez, finalement, de reproduction, entre guillemets, le mot est mal choisi, mais enfin, qu'importe. Voilà, finalement, vous voyez, plus on va vers le rouge, plus finalement le taux de multiplication de la population est important. Donc vous avez ici la planète qui est représentée très, très schématiquement, mais clairement, vous voyez que là où la démographie est la plus importante, c'est en Afrique. C'est en Afrique, continent déshérité par excellence, bien qu'il existe bien sûr beaucoup de richesses. Donc 9 milliards d'individus, et il y a en fait, là encore, non seulement une démographie, mais une urbanisation galopante. On estime à peu près que il y a, par exemple, il y a une désertification, en quelque sorte, si vous voulez, des campagnes, avec l'objectif, si vous voulez, d'aller en ville pour essayer de trouver un emploi. D'accord ? Donc il y a une urbanisation extrêmement importante, et 2/3 des individus, vous voyez, vivront en ville, et 1 sur 3 sera dans un bidonville. C'est explosif, c'est explosif à moyen terme, cette situation de pauvreté. Alors je vous ai mis ici, parce que comme je vous l'ai dit, nous avons un médecin congolais dans le Zaïrois dans le laboratoire, et il habite à Kinshasa, donc c'est, vous savez, une grande mégapole. C'est l'une de ces grandes villes africaines, au même titre que Lagos, que le Caire. Donc il y a un nombre d'habitants, oui, il y a 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants, et chaque année, m'a-t-il dit, il y a à peu près 400 000 personnes qui viennent d'autres régions, qui gagnent la ville pour échapper à la guerre, pour essayer de trouver un emploi ou pouvoir faire des études. D'accord ? Et la ville donc augmente, si vous voulez, chaque année. On estime qu'il y a à peu près 800 hectares de gagnés. Donc voilà, donc les gens vont se loger, vous voyez, dans des bidonvilles. J'ai même vu dans certaines revues africaines qu'il y a même des Zaïrois qui vivent dans les cimetières de Kinshasa. C'est dramatique. Et Kinshasa, donc autrefois, vous voyez, quand elle s'appelait Léopoldville, eh bien, on l'appelait Kin-Label. C'était cette partie-là, vous voyez, donc avec ces buildings. Et maintenant, on l'appelle Kin-la-Poubelle. Kin-la-Poubelle parce que dans cette ville, eh bien, il n'y a pas de tout à l'égout. Il n'y a pas de tout à l'égout public. En fait, il y a des fosses septiques essentiellement dans les quartiers résidentiels, mais pas de tout à l'égout public. Ce qui fait que tous les immondices, si vous voulez, sont rejetés par les populations. Alors, il y a évidemment, me disait ce médecin, il y a actuellement bien évidemment des épidémies de typhoïde, des épidémies de choléra, et puis il y a de la fièvre jaune également qui s'est installée donc, en ville. Voilà. Donc une situation vraiment dramatique. Ah, il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est pas passé.
Bon, c'est pas grave. C'était pour vous montrer, en fait, le titre, vous voyez, la transformation des pratiques d'élevage des animaux destinés à l'alimentation humaine. On va y a un exemple qui est bien connu de vous tous, c'est l'épidémie de la vache folle des années 90, où on a donné à des herbivores, de façon à ce qu'ils aient un meilleur rendement de production en viande, on leur donnait des farines de viande et d'eau. Donc qui provenaient d'animaux qui avaient présenté, notamment quand dans le cas des moutons, de la tremblante du mouton. Mais cet élevage intensif, eh bien cet élevage intensif, il a débuté, si vous voulez, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avec l'objectif, si vous voulez, d'augmenter la production animale, avoir un meilleur rendement, et de là, si vous voulez, de permettre finalement une réduction des coûts des denrées alimentaires. Alors, les animaux sont confinés. Je voulais vous montrer cette diapositive. Je ne sais pas pourquoi elle ne passe pas. Enfin, qu'importe, les autres sont passés, c'est l'essentiel. Où je vous montrais finalement des milliers de cochons qui étaient finalement confinés dans un local clos. Alors, l'avantage, si vous voulez, c'est que quand ils sont confinés, ces animaux, ils ne sont pas en contact avec l'environnement. Donc, ils ne peuvent pas se contaminer avec des agents infectieux qui sont présents dans l'environnement. Ça a été montré notamment pour les porcs. Il y a des études qui montrent qu'ils sont moins infectés par un parasite qui s'appelle toxoplasme. Mais, puis là, je vous avais une autre photo, si vous voulez, où je montrais des poules pondeuses, et puis des batteries de volailles, des dizaines de milliers d'animaux, qui bien évidemment sont dans des conditions de stress. Et comme ces animaux sont dans des conditions de stress, ils vont finalement avoir une baisse de l'immunité, et ça va bien évidemment leur laisser place, si vous voulez, à la survenue d'infections qui, bien évidemment, dans un local, si vous voulez, où les animaux, des dizaines enfin pas des dizaines, de dizaines de milliers d'animaux sont concentrés, ça va se propager à une vitesse catastrophique. Donc qu'est-ce que l'on fait ? On donne des antibiotiques. Et bien évidemment, ces antibiotiques, eh bien, ils font le lit finalement d'un problème majeur de santé publique que l'on rencontre dans tous les pays, à savoir l'émergence de la résistance aux antibiotiques. Et si je prends l'exemple des volailles, il y a 2 bactéries, si vous voulez, qui sont responsables de la grande majorité des gastroentérites d'origine bactérienne, à savoir les salmonelles. Je pense que vous avez tous entendu parler des salmonelles, d'une part, et peut-être moins de bactéries qu'on appelle les campylobactères ou campylobactéries, qui, d'après toutes les études épidémiologiques qui ont été faites, devancent certainement les salmonelloses. Mais toujours est-il que ces bactéries ont en fait acquis des mécanismes de résistance vis-à-vis d'antibiotiques, pour lesquels on se retrouve parfois un petit peu dans les impasses. C'est des antibiotiques qu'on utilisait pour traiter des infections humaines. Alors, je vous rappelle également encore un autre exemple. Ici, vous voyez la modification des habitudes alimentaires. On est un petit peu dans le même registre que précédemment. Et notamment l'extension de la restauration rapide. Il a émergé dans les années 80 une souche particulière de colibacilles qui était, en gros, on l'appelait la bactérie des hamburgers. Voilà. Et elle était responsable, cette bactérie, de colite hémorragique, avec surtout une conséquence gravissime, à savoir la survenue d'un syndrome hémolytique et urémique. Alors qui survient à peu près, comme ça, c'est à moins de 5% des cas d'infection. Mais c'est gravissime, parce que c'est une infection avant tout qui sévit chez les enfants, pas toujours, mais qui sévit chez les enfants. Et le syndrome hémolytique et urémique, c'est la cause majeure de l'insuffisance rénale aiguë de l'enfant, du jeune enfant. D'accord ? Donc ça, c'est une bactérie, c'est un colibacille, mais vous savez, chez les colibacilles, il y a le gentil colibacille qui fait partie de notre flore digestive, et puis il y a le méchant, le patovare, de différents types. C'est le patovare responsable d'infections urinaires, d'infections méningées, d'infections entériques, et puis même extra-intestinales. Et donc ce patovare, c'est un vrai problème. Il a été responsable de plusieurs centaines d'épidémies aux États-Unis. Du reste, je vous ai rapporté ici, vous voyez, une épidémie qui est survenue il y a à peu près une vingtaine d'années. Je vous ai mis ici le titre finalement de cette publication qui rassemble toutes les informations, vous voyez. Une épidémie qui était survenue dans plusieurs États des États-Unis,
c'était plutôt dans le nord des États-Unis, causée par un colibacille, vous voyez, qui fait partie donc, de ce qu'on appelle le O157H7, hein, responsable de diarrhée sanglante, avec comme conséquence, si vous voulez, la survenue d'un syndrome hémolytique et urémique. Et c'était lié à la consommation de hamburgers qui avaient été mal cuits. Mal cuits. Il y a eu donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs centaines d'épidémies. Je crois que c'est 300 épidémies à peu près aux États-Unis qui ont été rapportées depuis. Et sont survenues également des épidémies importantes hein, au Japon, en Écosse, un peu moins en France. Il y en a quelques-unes. On en a eu notamment une épidémie à Lille, c'était je crois il y a 3 ou 4 ans. Nous avons eu au CHU, donc nous avons reçu des enfants qui présentaient cette complication gravissime, hein, qui est le syndrome hémolytique et urémique. Elle est gravissime parce qu'il y en a un, si vous voulez, qui malheureusement a survécu, mais avec des séquelles neurologiques. Pour faire court, si vous voulez, c'est une plante verte, donc c'est dramatique, une histoire dramatique. Toujours est-il que c'était en fait des enfants qui avaient tous consommé, c'était des enfants de jeunes, hein, mais les habitudes alimentaires sont parfois, on découvre, si vous voulez, les habitudes alimentaires de certaines familles qui sont assez surprenantes. Le point important, si vous voulez, c'est que tous ces enfants avaient consommé de la viande hachée qui avait été distribuée. Vous savez, quand vous allez dans les supermarchés, vous avez des rayons entiers où vous pouvez finalement avoir des steaks hachés qui sont congelés. C'est devenu la mode. Hein. On prend des steaks hachés comme si on n'a plus de dents maintenant. On n'est plus capable de manger de la viande. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, quand ma mère allait chez le boucher, si elle voulait me faire un beefsteak haché, le boucher prenait le steak et il le hachait. Et puis, voilà. Là, c'est complètement différent. Et en fait, j'ai découvert les pratiques industrielles pour la réalisation de ces steaks hachés qui peuvent être délivrés par différents distributeurs. Il y avait un distributeur à Lille qui était impliqué, c'était Lidl. Hein, voilà, et donc, en fait, j'ai découvert la situation, c'est que les steaks hachés étaient préparés de la façon suivante. 30 tonnes, un lot de 30 tonnes de viande. Donc 30 tonnes de viande, j'avais fait le calcul, ça fait à peu près 200 vaches, à peu près. Hein, en gros. Et donc, il faut savoir aussi que ces bovins, mais pas exclusivement les bovins, d'autres ruminants, hébergent dans leur tube digestif ce patovar, qui leur occasionne strictement rien. C'est un patovar, en particulier le O157H7, extrêmement virulent. Extrêmement virulent. Pour vous donner une idée de la virulence, il suffit d'avoir 25 bactéries dans 100 grammes d'aliments pour avoir une infection. D'accord ? Ça ne va pas se traduire forcément par un syndrome hémolytique urémique, mais voilà, vous pouvez avoir une infection. Et donc, cette viande hachée, elle provient d'animaux qui ont été abattus. Alors, vous savez, quand les animaux sont abattus, ils ne sont pas abattus dans un abattoir avec des conditions d'hygiène, bien sûr, de stérilité. Donc, en fait, l'abattage se fait, et pour peu, malheureusement, que les carcasses soient souillées par des bactéries entériques, et ben là, vous allez être embêté. À tel point même qu'aux États-Unis, ils avaient envisagé de faire des brumisations d'eau de javel, diluée bien évidemment, sur les carcasses pour essayer de contrer le problème, parce que les Américains sont confrontés à ce problème régulièrement. Et en fait, le point important, c'est que quand vous prenez un steak, vous ne le lâchez pas. Le steak, si les bactéries éventuellement ont contaminé le steak, quand vous allez, les bactéries restent en surface. Vous allez chauffer votre steak à la poêle, les bactéries vont être tuées par la chaleur. Maintenant, quand la viande est hachée, elle est mixée. Et quand les bactéries, finalement, se retrouvent au cœur du steak, là, c'est pas évident. Et McDonald's, ou d'autres, ont déterminé, si vous voulez, le temps de cuisson nécessaire pour avoir une stérilisation au cœur. Quand vous allez au McDonald's, je ne sais pas si vous y allez avec peut-être vos petits-enfants, éventuellement, pour leur faire plaisir, mais quand vous allez au McDonald's, vous verrez, les steaks hachés sont parfaitement calibrés en termes de taille. Eh oui, de façon, et puis voilà, pour ne pas perdre de temps, ils chauffent tant de secondes, je ne sais plus exactement combien de temps, pour obtenir une température de 68 degrés au cœur. Et là, à ce moment-là, les steaks sont exempts de bactéries. Et là, vous voyez, dans cette épidémie, en fait, ce qui avait été montré, c'est que, je ne sais plus qui était impliqué comme distributeur, mais il y avait une cuisson qui n'était pas correcte. Donc voilà, ça c'est un
un exemple, si vous voulez, illustrant l'extension de la restauration rapide. La réfrigération des denrées alimentaires. Hein. La listériose, vous en avez tous entendu parler, je pense, parce que c'est une bactérie qui fait parler d'elle. Hein. Alors, il y a différents aliments qui peuvent être contaminés, en particulier souvent des fromages, mais pas uniquement des fromages, ça peut être aussi des charcuteries, etc. Donc, alors, quand c'est le fromage qui est infect, alors ça peut être des fromages à pâte molle, alors ça fait parfois les manchettes dans les journaux, le fromage qui tue. Hein. Donc, voilà, donc ça fait toujours rire les lecteurs. Bon, en fait, le point important, si vous voulez, c'est que cette bactérie qui existe depuis la nuit des temps, c'est une bactérie qui est largement présente dans l'environnement, qui, finalement, quand on voit le nombre de cas d'infection par Listeria monocytogenes, je passe sous le contrôle du professeur Berge, parce que c'est un spécialiste de la listériose. Et entre autres. Donc cette bactérie est responsable en fait d'infections essentiellement chez des sujets qui sont des sujets aux extrêmes de la vie, nouveau-nés, sujets âgés parce qu'il y a une défaillance de l'immunité à médiation cellulaire, et il y a une susceptibilité particulière, si vous voulez, des femmes enceintes, donc qui peuvent développer l'infection avec une transmission placentaire, si vous voulez, de ce micro-organisme, qui va causer finalement des dégâts assez importants, hein, avec parfois des séquelles, 30% de séquelles neurologiques. Donc c'est une bactérie qui est capable de se multiplier à la température des réfrigérateurs. Voilà. Oui, tout à fait. Il faut surtout le nettoyer. Il y a des précautions du reste qui sont données aux femmes enceintes de façon à ce qu'elles soient épargnées par cette infection, dont la symptomatologie clinique chez la femme enceinte n'est pas du tout évidente. Ça peut être simplement une fièvre. Hein, et voilà, il n'y a pas beaucoup de signes. Et c'est en général la réalisation d'hémoculture, c'est-à-dire qu'on prélève du sang chez la femme pour essayer de mettre en évidence le micro-organisme. Alors voilà, maintenant on va revenir sur un autre sujet qui est j'en ai plus pour très longtemps j'espère, sur un autre sujet qui est celui finalement du réchauffement climatique. Là encore, je pense que l'homme joue un rôle important dans ce réchauffement. Et je vous ai présenté ici une carte de l'Hexagone. C'est des données, si vous voulez, qui proviennent d'un journal du ministère de la Santé, hein, le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Vous voyez, c'est le numéro du 28 avril 2015. Et vous avez ici, finalement, la distribution donc, du fameux Aedes albopictus. Hein, je vous rappelle qu'il est susceptible de véhiculer la dengue, mais aussi le chikungunya. Et dans différents territoires, c'est essentiellement du sud, mais vous voyez ici les premiers départements qui ont été finalement où Aedes albopictus est implanté, c'était sur le littoral méditerranéen. Et vous voyez qu'au fil des années, hein, le Aedes albopictus, vous voyez, remonte le couloir rhodanien. Vous voyez, ici, on a le département du Rhône. Il a même gagné l'Aquitaine. Vous voyez, en 2014, on a trouvé Aedes albopictus en Gironde. Hein. Donc le sud de la France est disons, infecté par, contaminé par Aedes albopictus. Bien. Alors, dans cette même présentation donc, du bulletin épidémiologique hebdomadaire, étaient rapportés les cas. Alors, vous allez vous intéresser essentiellement à cette ligne-ci. Excusez-moi. Vous allez vous regarder essentiellement cette ligne-ci, c'est les cas importés de chikungunya et de dengue. Alors, dans les 18 départements qui sont colonisés par Aedes albopictus. D'accord ? Donc, les sujets colonisés, hein, donc c'est les sujets qui étaient infectés par le virus tant de la dengue que du chikungunya, c'était des sujets qui avaient été passés des vacances, par exemple, aux Caraïbes, ou qui étaient partis dans le sud-est asiatique pour la dengue, et qui revenaient dans leur département d'origine. Donc, ces sujets, pour peu qu'ils soient en phase bactériémique à un moment donné, eh bien, si par malchance il y a une femelle Aedes albopictus qui va
aspirer du sang, voilà, il peut y avoir finalement, après transmission à un autre sujet qui est sain. Et c'est ce que l'on a observé, vous voyez, dans cette étude. Alors là, vous avez ici tous les cas donc, de chikungunya qui ont été, je crois que c'est en rouge, c'est ça, et puis en gris, ici, c'est la dengue. Bref, pour faire court, eh bien, il y a quand même 4 cas de dengue autochtone, c'est-à-dire qui s'est en fait développé dans le pays, sans même que celui qui était atteint avait été séjourné dans une zone d'endémie. Pareil pour le chikungunya, vous voyez, 11 cas autochtones. De mémoire, c'était plutôt des sujets séjournant sur le littoral. D'accord ? Donc tout ça pour dire que finalement, la maladie peut être observée sur l'Hexagone. Outre, bien évidemment, ne perdons pas de vue que la France, c'est aussi les territoires et les départements d'outre-mer, bien sûr. Alors ça, c'est pour aller dans la suite du réchauffement climatique. Comme il fait chaud, il faut qu'on soit, disons, au frais. Donc on développe la climatisation. Et la climatisation, eh bien, vous voyez, ça peut être une source, là encore, d'infection. En général, vous avez tous entendu parler de la légionellose, parce que là, encore une fois, c'est une maladie infectieuse bactérienne qui fait parler d'elle assez régulièrement, qui va plutôt frapper des sujets fragilisés, par exemple par du tabagisme, des sujets qui sont un petit peu âgés, voyez, qui ont une insuffisance respiratoire chronique, qui vont être plus sujets finalement au développement de cette infection, qui va en fait qui va résulter finalement de l'inhalation de bactéries qui ont un habitat qui est hydrique. C'est des bactéries qui, bien évidemment, existent depuis la nuit des temps, mais finalement, les conditions de vie modernes ont fait que voilà, ces bactéries ont pu finalement, à l'occasion, vous voyez, de la climatisation, également, on s'est rapporté dans la littérature que des cas peuvent survenir également lorsque certaines personnes adorent aller dans des spas, dans des jacuzzis, où là, vous allez avoir finalement une aérosolisation des bactéries qui vont pénétrer dans les voies respiratoires et développer cette infection qui est une infection assez sévère. La première épidémie qui avait été rapportée, vous savez, de légionellose, c'était lors d'un congrès de vétérans de l'américaine, de vétérans de l'armée américaine, on l'appelait la Légion américaine, d'accord, une épidémie qui avait sévi dans un hôpital où s'était tenu un congrès. C'était à Pittsburgh, Philadelphie. Voilà. Je crois qu'il doit rester 2-3 diapositives, ne vous inquiétez pas, ça va être bientôt fini. De nouveaux animaux de compagnie. Oui. Là, je vous ai rapporté cette épidémie, si vous voulez, de variole du singe, qu'on appelle le monkeypox, qui a occasionné aux États-Unis une 50aine de cas, alors sans mort, hein. C'est en fait un virus qui fait partie en gros, du virus poxvirus, c'est le virus de la variole. Vous savez que la variole a été éradiquée, mais le virus pox, monkeypox, pardon, c'est un virus, comme le nom l'indique, qui sévit chez les singes. Et il y a des cas humains d'infection par ce monkeypox dans des populations africaines qui vivent plutôt dans des zones forestières, dans la forêt en Afrique centrale ou en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, qui vivent à proximité, si vous voulez, de forêts, qui vont avoir des activités de chasse et qui peuvent être mordus par des singes, parce que c'est un virus, comme on a dit, qu'on trouve chez les singes. Ça peut être également, ils peuvent être également, c'est à partir de rongeurs qui peuvent se contaminer. Toujours est-il que voilà, c'est une maladie qui va entraîner, si vous voulez, donc une éruption cutanée, avec, si vous voulez, au départ, ça commence par une papule qui évolue en vésicule, puis une pustule, et puis in fine, ça se termine donc par une croûte. Alors ça, ici, vous avez la pustule. Et puis, c'est accompagné de fièvre, d'un malaise général, etc., etc. Et pour revenir à cette histoire, eh bien, ces cas, en fait, ont résulté de l'achat chez un éleveur texan de chiens de prairie. C'est des petits animaux de compagnie qui sont très prisés par les jeunes enfants américains. Et le problème, c'est que cet éleveur texan, il avait importé également dans son élevage un rat de Gambie, qui était porteur finalement de ce monkeypox, qui l'a transmis donc aux chiens de prairie. Voilà. Donc
modification du comportement humain. Puis je termine, je pense, avec cette diapositive qui concerne finalement les progrès de la technologie médicale. Vous avez tous entendu parler des infections nosocomiales, d'accord ? Infections nosocomiales. Et une enquête, vous savez, on évalue, on suit régulièrement les infections nosocomiales dans tous les établissements de soins français. Donc là, il y a une étude qui a été réalisée, vous voyez, en 2012. C'est un jour donné, si vous voulez. Tous les établissements français de soins, qu'il s'agisse d'hôpitaux publics ou de cliniques, sont passés au crible. Eh bien, un certain nombre de patients. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que ça n'a pas tellement bougé. J'ai regardé les chiffres de 2006, parce que j'avais fait une diapositive en 2006. C'était à 5%, et c'est à 5,1%, vous voyez, donc, en 2012. Donc c'est assez stable, c'est déjà la bonne nouvelle. Avec essentiellement, vous voyez, des infections qui sont d'origine bactérienne, fongique, c'est-à-dire des champignons, ou virales. Le problème, c'est que parfois, si vous voulez, ces infections bactériennes nosocomiales sont causées par des micro-organismes qui sont multirésistants. Pas toujours, multirésistants aux antibiotiques. Voilà, donc c'est des sujets, si vous voulez, alors là encore, si vous voulez, c'est les progrès de la médecine, vous voyez, donc en particulier de tout ce qui concerne finalement la réanimation, vous voyez, avec des ventilations assistées, des cathéters, des sondes urinaires, etc. Et tous ces gestes invasifs, eh bien, sont susceptibles de se compliquer malheureusement d'infections. C'est un peu la rançon du progrès médical, c'est qu'il y aura malheureusement toujours la survenue d'infections nosocomiales avec l'objectif d'essayer d'avoir, si vous voulez, le taux le plus bas possible. C'est un vœu pieux. On sait très bien qu'on n'arrivera jamais à 0%. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de contrôler au mieux ce type d'infection qui est un vrai problème de santé publique. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et puis des bonnes vacances sous les tropiques avec tout ce que je vous ai dit.